Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Lassina Zerbo, ancien Premier ministre, mais surtout un homme de science, un grand géophysicien. Il a fait un parcours exemplaire à l'international. Il était pendant 17 ans, 9 plus 8, il était aussi directeur notamment de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Cette expérience sur l'international, aujourd'hui, il l'a adaptée puisqu'il a été nommé par le président Paul Kagame à la tête du Rwanda Atomic Energy Board. D'abord, dites-nous, j'imagine que ce n'est pas une coquille vide. Comment est structurée cette institution? Tout d'abord, merci de m'avoir sur ce plateau et surtout avec vous dans le cadre de Télésud. Et puis pour votre présentation bien aimable. Mais quand vous parlez de coquille vide pour le Rwanda Atomic Energy Board, je crois que c'est quelque chose qui ne colle pas du tout. Parce que le président Kagame, on peut lui reconnaître ça, il n'est pas dans les coquilles vides. C'est dans ce cadre qu'il s'est engagé dans un programme de sciences et technologies nucléaires et pour mettre le Rwanda en phase avec les développements récents. Voilà. Et tout simplement parce qu'il y a une crise énergétique qui est réelle en Afrique, au Rwanda et partout dans le monde aujourd'hui, quand on voit le contexte géopolitique actuel. Et donc, quand on parle de sciences et technologies nucléaires, on ne parle pas d'énergie seulement. On parle de médecine, d'agriculture, d'eau. Et le président Kagame a voulu en faire quelque chose de moderne, qui va avec tout simplement la modernité, avec le digital aujourd'hui, avec les sciences, l'innovation. En mettant en place le Rwanda Atomic Energy Board, c'était justement pour être la locomotive de tout ce qui peut être science et technologie dans le domaine du nucléaire. Bon, on peut le dire. Et pourquoi je vous dis que ce n'est pas une coquille vide? C'est parce que, bon, il a quand même eu la vision de d'abord former des étudiants. Il y a une centaine d'étudiants qui viennent d'être reçus il y a quelques mois par le Premier ministre rwandais, qui sont sortis d'études en sciences et technologies nucléaires. Je crois qu'il y en a encore 80 et 100 dans la troisième année qui vont être formés et qui vont sortir justement pour être en phase avec la mise en place de ce programme de sciences et technologies nucléaires. Voilà pourquoi ce n'est pas une coquille vide. Mais je suis convaincu par vos arguments, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment le nucléaire, l'Afrique est au rendez-vous avec cette technologie très complexe, difficilement, en tout cas, maîtrisable? Et est-ce qu'aujourd'hui, comment cette politique est imaginée pour permettre à l'énergie nucléaire, notamment, d'essaimer en Afrique et d'être un outil de développement du continent? Je dirais que l'Afrique est en phase depuis longtemps. Peut-être que c'est l'éducation qui n'a pas suivi. Je veux d'ailleurs partir de deux exemples. Le président ghanéen Kwame Nkrumah, dans les années en 1958, avait mis en place le Ghana Atomic Energy Commission. Donc ça fait longtemps. Mais ça, c'était juste pour aller. Il avait dans sa vision énergétique pour le Ghana prévu que le Ghana entre dans cette phase-là et puis après qu'il aille dans le cadre de l'énergie nucléaire. Mais ça, c'était les centrales traditionnelles, comme on les connaît, les EPR, qui sont très grandes, très chères, qui sont pour leur mise en place assez rocambolesques, je dirais, et puis avec des grands risques, non seulement de prolifération, mais aussi de désastres, comme on a pu le voir avec les centrales de Fukushima et puis de Tchernobyl. Mais la science a évolué, les technologies ont évolué, les hommes ont évolué, et l'éducation aussi des jeunes en Afrique a évolué. Bon. Le Ghana, ils n'ont peut-être pas la centrale traditionnelle pour l'énergie, mais ils ont un réacteur de recherche, il faut le leur reconnaître, et qui est là pour l'agriculture et tout ce qu'ils font, les expériences qu'ils font pour essayer la conservation des produits et tout. Et le Congo aussi. Le Congo, à Kinshasa, a bien un réacteur de recherche qui n'est peut-être pas fonctionnel en ce moment, mais qui existe. Bon, mais quand on parle de centrale, en termes d'énergie, c'est l'Afrique du Sud qui est dans les centrales traditionnelles qu'on connaît. Mais aujourd'hui, si vous prenez l'Afrique du Nord,
vous êtes à plus de, je dirais, près de 100%, vous vous approchez des 100% d'électrification. Et quand vous regardez l'Afrique subsaharienne, on est à peine à 43-44%. Il y a quand même une différence très grande entre le nord et le sud. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir voir cette technologie se répandre et surtout avoir la maîtrise des moyens technologiques et surtout la formation des hommes pour pouvoir l'assurer? Bon, tout d'abord, il y avait des freins, je dirais, en termes de perception politique, à cause de des lobbies qui n'avaient pas encore perçu le caractère vert, je dirais, qui est reconnu aujourd'hui par l'Europe, de la technologie nucléaire. Et donc, il y avait cette perception que le nucléaire est dangereux. Il y a d'abord cette perception qui est que est-ce qu'on parle de l'arme nucléaire ou de l'application civile du nucléaire? Donc ces deux aspects ont apporté une confusion dans la perception des uns et des autres, dans l'utilisation ou même la conception même de l'énergie nucléaire. Donc voilà ce qu'il y avait comme frein. Oui. Et les risques de prolifération, c'était justement l'uranium. Quand on parle de fission, on a vu les accidents, les gens se disent « Ah non, 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 le nucléaire, nous, on ne veut pas toucher ». Oui. Mais comme je le disais tantôt, la technologie a évolué. On part maintenant vers ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires, les small modular reactors et même nano. Oui. Parce que comme vous le savez, la technologie a tellement évolué entre le refroidissement à l'eau et le refroidissement au gaz qu'on a miniaturisé ces centrales nucléaires et pour les amener bientôt dans un conteneur. Un isoconteneur de 40 pieds va avoir une petite centrale nucléaire d'1 méga à 2 mégas. Et comme c'est modulaire, on pourra le faire évoluer en fonction de la capacité qu'on désire. Et là, on peut varier de 1 méga à 300 mégas. C'est quand même énorme. C'est énorme et puis ça peut faire beaucoup de choses. Mais ça suppose une vraie stratégie pour pouvoir adosser cette technologie au développement actuel de l'Afrique. Comment voyez-vous cette mise en place pour que les pays, tous les pays africains, et on voit la différence, il y a des pays plus avancés que d'autres, comment aujourd'hui faut-il indiquer la marche à suivre? La marche à suivre, moi je pense qu'il faut une politique africaine. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, parce que vous avez ce qu'on appelle le AFCON, c'est le African Commission of Nuclear Energy. Et il y a eu 2 Algériens qui ont dirigé cette institution, mais je pense que l'institution n'a pas été connue comme elle devrait l'être sur papier. Ce qui était sur papier. Et là, il y a un jeune Camerounais qui vient de prendre le secrétariat exécutif. Je pense qu'il faut qu'on l'appuie, qu'on essaie de voir comment l'aider à mettre cette commission de telle sorte qu'elle appuie l'Union africaine à créer cette politique énergétique et surtout dans le cadre de l'application civile du nucléaire. Et ça va aider. Et s'il y a une politique africaine, ça va vers les financements. La BAD, la Banque africaine de développement, pourra s'y intéresser. Mais je crois que c'est ce que le président Kagame a compris, et beaucoup d'autres. Je ne dirais pas, je parle du président Kagame parce que je suis président de son board pour les sciences et technologies nucléaires, mais j'ai parlé du Ghana, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya, le Niger, qui sont tous dans une politique de développement de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles centrales nucléaires qui sont plus adaptables, plus adaptées, moins chères, et plus sûres, en termes de sûreté nucléaire, et puis moins proliférantes. Et donc, qui ont besoin de très peu d'eau, parce que quand on parle de centrale à refroidissement à gaz, on n'a pas besoin d'être à côté d'un fleuve, d'une rivière ou d'une retenue d'eau pour refroidir. Parce que ça se fait au gaz. Et ça va limiter beaucoup de choses en termes des risques que nous voyons dans ce qui est connu depuis dans les centrales traditionnelles. Et ça va changer de paradigme en termes d'utilisation ou d'implémentation de la technologie d'énergie nucléaire en Afrique. Comment vous vous projetez par vos chantiers, par vos programmes d'action en tant à la tête de Rwanda Atomic Energy comment, sur le plan opérationnel, vous y prenez? Vous savez, le Rwanda avait, avant que je ne prenne la tête de ce board, ils avaient signé un accord avec Rosatom, qui est l'une des plus grandes compagnies dans le terme de distribution et de technologie nucléaire, en termes de nucléaire civil. Et ils avaient signé un accord, pas seulement le Rwanda, beaucoup d'autres. Et cet accord, c'était
et d'abord l'étude de faisabilité pour mettre en place ce centre de sciences et technologies nucléaires, et puis de voir un peu comment on va faire les différentes implémentations de la médecine, de l'agriculture et puis de l'énergie. En termes d'énergie, qui est le cadre qui intéresse beaucoup le président Kagame dans cette sous-région, c'était de voir comment on pouvait amener de l'électricité moins chère, durable, et puis pas l'intermittence qu'on connaît dans l'énergie solaire que nous utilisons beaucoup en Afrique, comme au Burkina. Parce que le solaire, c'est bien, ça éclaire, ça aide à voir la lumière, mais le solaire n'a pas été dans la constance dont on a besoin pour industrialiser et développer l'Afrique comme on l'aurait voulu. Et donc, je crois qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Mais comme ce travail est déjà fait dans les sciences et technologies nucléaires, faisons ce saut-là, qualitatif et quantitatif dont on a besoin, et pour mettre en place un programme nucléaire énergétique effectif dans cette Afrique qui en a besoin, tant pour son industrialisation et son développement. Vous le dites si bien, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, quand on regarde le continent africain et sa complicité, c'est-à-dire qu'on s'adresse en réalité à des Afriques, est-ce que l'Afrique aujourd'hui est capable de faire un saut technologique assez important pour pouvoir accéder à des moyens de notre modernité, de notre époque? Pourquoi l'Afrique ne serait pas capable? Nous avons les compétences. Peut-être le risque que nous avons ou le problème que nous avons, c'est cette instabilité politique. C'est ça. Qui fait qu'on n'a pas encore atteint ce cadre de cohésion, de solidarité, d'efficacité dont on a besoin pour mettre un programme commun ensemble. Et cette période d'instabilité aussi amène des différences d'ego entre les leaders qui font que, parfois, est-ce qu'on veut suivre telle ou telle personne? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais je pense que ça va changer. Et il faut voir tout cela en termes d'opportunités plutôt qu'en termes de problèmes ou problématiques. Vous êtes basé au Rwanda, mais est-ce que votre centre n'est-il pas conçu comme une sorte d'incubateur, d'abord pour le Rwanda lui-même, mais est-ce que pour les pays africains, ils sont en mesure de bénéficier de cette expérience et de cet outil? Je me garderai par, humilité dans le cadre du programme rwandais et dans le cadre de ce que le président Kagame fait, de dire qu'on veut être ceux qui sont à la lumière en termes de cette technologie. C'est pas ça. Je crois que ce qui est fait au Rwanda, c'est accompagné d'une certaine discipline, d'une certaine rigueur et d'une certaine envie dans la vision prospective qui a été mise en place par le président, qu'il faut suivre et qui est accompagné par des jeunes dynamiques qui sont à l'œuvre pour faire avancer un programme auquel ils croient. Et si ça peut servir d'exemple à d'autres pays, moi, je ne peux qu'en être satisfait. Mais voyez-vous, ce que je veux juste remarquer, c'est ce côté panafricaniste que le Rwanda représente qui peut être un bon exemple. Moi, je suis du Burkina Faso. Que quelqu'un du Burkina Faso soit mis à la tête d'une institution comme le Rwanda Atomic Energy Board, et que pour tout ce qui est autorisation, dans le budget, dans le board qui est discuté, que ça passe par ce que je dirais un étranger, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut le saluer parce que ça donne pas l'impression seulement, la réalité c'est qu'au Rwanda, on ne va pas au Rwanda en tant que Burkinabé, on va au Rwanda en tant qu'Africain. Parce que bientôt, et je le pense, on ne dira plus un Burkinabé ou un Rwanda, c'est notre rêve, on dira un Africain. Et c'est ça notre rêve, et c'est ce rêve qui va faire changer la donne en Afrique. Vous avez un profil extrêmement riche d'hommes d'expérience, de l'international surtout. Comment pensez-vous bénéficier de ce carnet d'adresses pour servir votre institution et la vision que vous portez? Et oui, carnet d'adresses, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance et la grâce d'avoir une carrière qui m'a permis de diriger une organisation de 186 États. Et 186, c'est beaucoup. Ça m'a permis de voyager à travers le monde, de connaître les hommes, de connaître la science, de connaître l'administration, de connaître aussi différentes façons
de faire avancer Absolument. ou de ne pas surtout avancer. Et comment faire bénéficier, c'est justement pour ça que j'ai décidé de m'établir en Afrique, de m'intéresser aux défis auxquels l'Afrique fait face, pas seulement le Burkina. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux être proche des problèmes que nous vivons en Afrique, aider par mon expérience à contribuer à leur résolution et aider aussi les jeunes à bénéficier de l'expérience que j'ai eue. Parce que l'expérience que j'ai eue, c'est parce que j'ai pu bénéficier de d'autres personnes. Et ça, c'est important, parce que ce qui est clé en Afrique, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Et l'expérience, pour moi, ça va avec ça. Et quand on a un certain niveau d'éducation, on acquiert l'expérience dont on a besoin pour faire avancer les choses. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et donc, l'exemple et le fait de m'avoir pour accompagner ce programme rwandais est déjà une expérience unique qui fait que quelqu'un du Burkina Faso se trouve au Rwanda pour diriger une institution de la sorte, avec la latitude que le président Kagame et toute son équipe et l'équipe que j'ai avec moi me donnent dans le respect, la discipline et cette croyance-là, cette vision prospective que nous avons pour ce pays et pour l'Afrique. Je ne l'ai pas suffisamment dit, mais vous avez 58 ans, vous avez été tenté par la politique, vous étiez Premier ministre pendant quelques mois avant le coup d'État. Je ne veux pas ne pas vous poser la question sur l'Afrique, votre vision, et d'abord le Burkina et la situation actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un pays qui risque d'être désintégré, ou est-ce que c'est exagéré? Tout d'abord, je ne dirais pas que je suis un homme politique ou je me suis intéressé à la politique. Je suis devenu un homme public, je dirais. J'ai été appelé à contribuer à aider une situation dans un pays qui m'est très cher, c'est le Burkina Faso. Et je suis allé justement avec cette envie d'aider à faire changer les choses. Je remercie le président Kaboré qui m'a donné sa confiance en son temps. Mais je suis arrivé à un moment où peut-être les choses étaient un peu dans la difficulté qu'on ne croyait pas pouvoir surmonter. Et comme vous le dites, il y a eu un coup d'État. Mais cette expérience, bien que courte, m'a ouvert les yeux et m'a donné aussi la grandeur dans la vision que je pouvais avoir de la politique politicienne et de ce qui peut être fait et de ce qui n'a pas été fait et de comment on peut faire changer les choses. Et c'est en cela que c'est vraiment très enrichissant. Est-ce que le Burkina que je connais et où je vis va se désintégrer? Je dis non. Je ne crois pas un instant à ça. Bon, c'est vrai qu'on vit des moments difficiles de terrorisme, mais il n'y a pas que le Burkina. Et ce terrorisme, on le sait, il faut aller à sa source. Sa source, on a un problème qui s'est passé en Libye et qui s'est décanté dans le sud de la Libye pour aller au Mali et contaminer le Burkina et le Niger. Et en arrivant, ils ont trouvé des gens désœuvrés qui avaient des problèmes existentiels connus, des gens qui n'avaient pas du boulot et qu'on arrive à enrôler facilement, parce que quand vous avez à peine $1 dans la poche et que quelqu'un vous propose $100 et pour que vous alliez travailler avec lui, en ce moment, quelqu'un qui est désespéré ne cherche pas à savoir ce qui va lui arriver demain. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer et créer des conditions de développement, d'intégration des jeunes dans des projets qui peuvent leur être chers, des projets qui peuvent leur faire comprendre qu'il y a de l'espoir. Il faut leur donner de l'espoir, parce que l'espoir est perdu dans ces zones-là. L'espoir est perdu, mais il y a de la résilience, parce que les peuples du Sahel sont très résilients à cause des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Et je peux vous dire que c'est ça qui est plutôt rassurant. Vous avez l'expérience, comme je l'ai dit. Comment aujourd'hui hiérarchiser les priorités de sortie de crise? Parce que, comme vous avez pu passer ces quelques mois comme Premier ministre, peut-être vous avez plus de pragmatisme à imaginer cette solution, parce que le pays est en grande difficulté. Pour moi,
Tout d'abord, il y a un problème de perception qu'il faut gérer au niveau de la zone sahélienne. Oui. Un problème de perception, un problème culturel par rapport à ceux qui sont un peu plus loin. Et en amenant les jeunes à comprendre la source de leurs problèmes et à être unis pour avancer, unis dans le cadre aussi de la CEDEAO, puisque ces pays du Sahel-là sont dans la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais vous donner une petite anecdote. J'écoutais, lors du dernier coup d'État, une émission interactive à la télé. Il y a une dame qui a pris la parole pour dire, ben vous savez, nous, qu'on nous laisse en paix au Burkina et qu'on règle nos problèmes. Et pourquoi elle a dit ça? Elle dit non, quand 3 jours avant, il y a 130 camions qui sont brûlés, une centaine de morts, des disparus, et qu'on n'en parle pas sur le plan international, et que dès qu'il y a un coup d'État, tout le monde dit non, il faut des élections, il faut arrêter, il faut arrêter. Elle dit, elle n'est pas d'accord. Voyez-vous, ça amène une espèce de différence d'appréciation de ce coup d'État, oui, qui fait qu'on peut donner des éléments de raison à cette dame qui se sent délaissée parce que la communauté internationale n'est pas venue à son secours. Lorsqu'il y a eu cet événement dramatique, des camions brûlés qui allaient alimenter des zones désespérées et des morts qui ont accompagné ça, sa perception, c'est qu'on nous a déjà laissés, donc qu'on nous laisse faire notre travail. Voilà ce qu'il faut changer. Aujourd'hui, que peuvent faire les amis de l'Afrique? C'est-à-dire que vous m'aviez dit à plusieurs reprises qu'il ne faut jamais quitter le Burkina, c'est le moment d'être présent, mais ce n'est pas évident d'être dans un contexte aussi dégradé. Comment voyez-vous cette question concrètement? Bon, moi, je veux simplement utiliser un adage africain qui dit que quand on est ami pour le meilleur et pour le pire. Moi, je dirais aux amis d'Afrique et aux amis du Burkina de croire au Burkina, de voir en cette période de crise, de terrorisme, des opportunités pour changer notre manière de voir les choses, notre manière d'assister et techniquement et sur le plan de l'éducation, de la formation, de l'investissement, les Burkinabés pour que des jeunes ne se trouvent pas désœuvrés au point d'être enrôlés avec les groupes terroristes. Ça, c'est important. Ouais. On le fait par l'éducation, on le fait par la science, on le fait par la technologie, on le fait par l'innovation, on le fait aussi par l'envie d'y aller. Oui. C'est ça. Et quand je dis l'envie d'y aller, vous savez, l'Afrique de l'Ouest a cette chance d'avoir beaucoup de binationaux. Et à cause de ces oui. périodes, je dirais, entre griffes, je dirais coopération plutôt qu'un autre mot, et que ces pays ont eu avec beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais il faut savoir compter sur eux, parce qu'ils sont là, c'est des gens qui ont cette fibre-là, de la patrie qu'ils connaissent ou la patrie de leurs parents. Il faut aller pour s'appuyer sur eux pour faire la différence parce qu'eux encore, ils y sont. Ils ne vont pas quitter parce qu'il y a des crises, mais ils ont l'avantage contextuel d'être des binationaux qui peuvent se retourner d'un côté ou de l'autre. Et donc, ces gens-là peuvent beaucoup aider parce qu'ils sont dans le problème et dans la problématique en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Vous avez vécu à l'étranger, donc vous avez cette notion de l'Afrique des diasporas. C'est-à-dire que peuvent faire les diasporas pour l'Afrique, c'est-à-dire que pour mieux tisser le lien et donner une force à cette relation. On parle de 6e région. Et l'exemple que je peux donner, c'est quand j'ai été Premier ministre. J'ai été surpris de recevoir des courriers, mais en très grand nombre, de jeunes de la diaspora qui ont estimé qu'il y avait peut-être un moment d'espoir pour le Burkina et qui étaient prêts à rentrer. J'ai reçu beaucoup de demandes de gens des jeunes vraiment, qui sont dans des grandes institutions internationales et qui s'apprêtaient à rentrer pour mettre le pied à l'étrier et essayer de faire de la différence pour le Burkina. Et ça veut dire que ce que ces jeunes de la diaspora recherchent, ils veulent s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à un espoir, à une façon de voir, à une vision.
Et quand ils ont cet espoir et cette vision, ils ne vont pas rester à l'extérieur. Ou même s'ils sont à l'extérieur, ils vont essayer de faire le pont entre l'extérieur et leur pays d'origine, et pour s'assurer que les conditions dans lesquelles ils sont, que ces conditions aussi soient créées dans leur pays d'origine. Monsieur Lassina Zerbo, je vous remercie d'avoir été avec nous. Nous avons pu un peu parcourir un peu les chantiers dans lesquels vous êtes engagés. Merci peut-être à une autre occasion pour continuer cette rencontre et nous donner aussi la suite de l'évolution du nucléaire pour l'Afrique. Merci. Merci, M. Ben Yaïch. C'est moi qui vous remercie et puis de me donner l'opportunité d'échanger sur ces questions. Et je vous promets de revenir autant que besoin sera pour partager l'expérience que nous avons au Rwanda et en Afrique sur ces questions. Et puis, sur bien d'autres choses, en espérant que la prochaine fois quand je viens, on ne parlera plus de terrorisme au Burkina. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.